Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invitée du jour, elle est à la fois journaliste, elle est l'un des piliers de l'information du service public. Après avoir longtemps incarné le 19-20 sur France 3, on la retrouve tous les jours et depuis 2005 dans le fauteuil du JT de 13h de France 2. Infatigable, elle l'est. Elle s'offre également une 3e saison de Cash Investigation. Son magazine, mieux, le magazine va profiter cette saison d'une meilleure exposition avec plusieurs prime time. Je crois qu'il y en a 4. D'ici à janvier prochain. Élise Lucet, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue dans le Buzz Télé. Cash Investigation revient ce mardi soir à 20h50, donc un prime, sur un important sujet consacré à l'industrie du tabac. On va y revenir. Qui dit prime time dit une émission encore, on va dire, plus musclée, plus solide, plus puissante qu'une seconde partie de soirée, qui était plutôt l'habitude. Oui, en fait, on a tenté un prime sur l'évasion fiscale et l'émission était très musclée, très costaud. Et on a été absolument surpris de l'intérêt du public pour des émissions d'investigation qui pouvaient être à ce point sérieuses sur le fond, taquines sur la forme, parce qu'on a toujours cette forme-là. Mais on a été surpris parce qu'on a fait une très très grosse audience ce soir-là. Il y a eu 3,6 millions. Ouais, c'était beaucoup de gens. Et ce qui est formidable, c'est que Thierry Tuillier, au regard de cette audience qui était très forte, a dit ça veut donc dire qu'il y a un public de service public qui a envie de ce genre d'émission en prime et il nous donne notre chance. Donc c'est vrai que c'est des émissions exigeantes, musclées et en même temps avec ce ton très particulier qui est un peu humoristique parce que nous on a toujours eu envie de faire l'émission qu'on avait envie de voir nous et pas forcément d'être professoral à l'antenne. Je pense qu'on peut dire des choses. Pas de leçon, mais plutôt vous grattez là où ça fait mal. Ouais, on gratte là où ça fait mal. Exactement, c'est exactement ça. On gratte là où ça fait mal. On va de l'autre côté du miroir. La promesse de l'émission, c'est de faire des révélations, c'est-à-dire vraiment de travailler à très long terme sur des sujets. Ça veut dire que par exemple sur cette enquête, on a travaillé à peu près 1 an et au bout de 2 ou 3 mois, on découvre des documents confidentiels, on découvre des témoins qui n'avaient jamais parlé et petit à petit, on est capable de montrer à l'antenne une enquête très charpentée et où on fait partager aux téléspectateurs, moi ça c'était mon souhait le plus profond, l'aventure journalistique, parce que c'est une vraie aventure de faire une enquête pendant 1 an sur des sujets. À des reportages et des enquêtes sur le terrain. Voilà, et ça on le fait partager aux téléspectateurs, on leur explique notre démarche, pourquoi à des moments ça bloque, là où les portes se ferment, comment on fait pour les contourner, et on leur fait partager cette aventure avec nous. C'est ça qu'on essaie de faire, tout en leur assurant effectivement une information, je l'espère, de très haut niveau sur des sujets délicats. Vous disiez donc l'évasion fiscale, c'était en juin 2013, ouais. Ce prime. Je rappelle les chiffres, 3,6 millions de téléspectateurs, près de 15% de part d'audience. Très beau score pour la chaîne. Est-ce que vous êtes fixé un objectif justement pour les 4 numéros à venir en prime ou Alors je pense qu'il y aura des audiences différentes, c'est-à-dire qu'il y a des émissions qui vont très très bien marcher parce qu'on va parler de produits de très grande consommation. Il y a le des tabac, émissions par exemple. Oui, et il y en aura d'autres aussi vraiment où ça va très bien marcher. Mais je pense qu'il y a aussi un objectif d'image, c'est-à-dire que le service public a un rang à tenir dans le niveau de l'information. Et que je crois qu'avec justement Thierry Tuillier, je fais pas que du feuilletage, c'est vraiment sincère. Patron de France 2 des programmes et de l'info, mais qui est un journaliste dans l'âme. Voilà, il a cette envie de remettre l'info au plus haut niveau, y compris en mettant des émissions exigeantes, et il pense que c'est totalement notre image, c'est-à-dire que ça nous correspond. Et c'est sympa parce que quand on a fait cette émission sur l'évasion fiscale, beaucoup de téléspectateurs nous ont envoyé des mails après l'émission en nous disant « Je suis content de payer ma redevance ». Et c'est ça que j'attends de votre part. C'est ça que j'attends. Travailler quand même par ailleurs. Voilà, et donc c'est formidable à un moment de voir que les téléspectateurs sont au rendez-vous et qu'en plus ils nous encouragent à faire des émissions qui sont courageuses, qui parfois créent la polémique, le débat, mais c'est ce qu'ils attendent de nous, ils ne veulent pas des choses lisses. 1 an donc sur le sujet consacré ce mardi soir à la grande manipulation, c'est le titre, de l'industrie du tabac. Qu'est-ce qui guide le choix justement de ces sujets globalement qui fâchent ? Au départ, on n'était parti pas du tout là-dessus. On était parti sur une émission sur le pouvoir des lobbies. Et puis en enquêtant, on a enquêté pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, et on s'est rendu compte que le lobby du tabac était absolument impressionnant, d'activisme, d'efficacité. C'est-à-dire qu'en plongeant dans les arcanes du fonctionnement du Parlement européen à Bruxelles, on s'est d'abord rendu compte qu'il y avait 160 lobbyistes juste pour Philip Morris International, par exemple. À plein temps. Qui passaient leur temps à travailler les politiques. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? On a eu entre les main un document confidentiel de 650 pages qui émane de chez Philip Morris, qui est la stratégie totale de leur opération de lobbying vis-à-vis des parlementaires européens. Dedans, vous découvrez au détour des pages que tous les parlementaires sont fichés. Il y a les verts qui sont pro-tabac, il y a les rouges
rouges qui sont anti-tabac. Mais c'est pas tout. On vous met en recherche de visibilité, très bon orateur, c'est-à-dire qu'on commence à ficher ces gens, ces parlementaires, pour à un moment voir comment on peut s'en servir. Et puis ça va beaucoup plus loin. Après, on se rend compte qu'une opération, alors eux, ils mettent sous le radar, donc ça veut dire invisible, un peu comme les avions furtifs, a été mise en place pour déstabiliser, c'est le moins qu'on puisse dire, le commissaire européen à la santé qui s'appelait John Dalli à l'époque, parce qu'il avait une directive tabac qui allait s'appliquer dans tous les pays européens, les 27 pays, qui était vraiment sévère vis-à-vis des industries du tabac. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas si c'est à cause de ces pages confidentielles de Philip Morris. En tout état de cause, John Dalli a été évincé. Il a été viré par M. Barroso en 20 minutes dans son bureau. Donc c'est quand même stupéfiant de voir qu'à un moment, il y a des opérations qui sont clairement, mais vraiment c'est sur le papier, c'est écrit, pour qu'on ait la peau d'un commissaire européen, c'est écrit target en dessous, ça veut dire cible. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Et puis dernière chose totalement effarante, là pour le coup, moi j'ai l'habitude de l'investigation, mais je vous avoue que ça m'a fait froid dans le dos. Philip Morris a fait réaliser des études à destination des États, notamment de la République tchèque, mais aussi du Canada, de plusieurs États. Qu'est-ce qui est écrit dans ces études? Il est écrit que les morts prématurées du tabac sont très intéressants économiquement pour les États. Parce que ces gens vont payer des taxes en fumant pendant une bonne partie de leur vie, mais qu'après, comme ils vont mourir prématurément... Il n'y aura pas de retraite à leur verser. Bah, vous avez tout compris. Et alors, il y a une étude clé en main qui est fournie par Philip Morris à différents gouvernements pour leur dire surtout continuez à encourager la vente de cigarettes. Grâce à ça, vous paierez moins de retraite. Formidable, non? Ça fait froid dans le dos. Est-ce que pour de nombreuses multinationales auxquelles vous vous attaquez dans vos documents et reportages, est-ce que vous n'êtes pas d'une certaine manière la femme à abattre? À abattre, je ne sais pas, redouter sûrement un petit peu, mais les choses changent parce que par exemple, là, Philip Morris International, au regard de tout ce qu'on a fait, parce que nous, on a joué franc jeu au départ. Parce que vous aviez des preuves. On est toujours, nous, au départ, pour donner la parole à ces entreprises, tout le temps. On souhaite même véritablement avoir leur réponse. Après, il y a eu pendant des années une politique de la chaise vide qui s'est installée. Ces grands groupes, on pensait qu'ils avaient toujours le pouvoir et qu'ils pouvaient très bien arrêter une investigation, dire non, on ne répondra pas. Sauf que nous, on leur a dit, et ils ont vu à l'antenne, que même s'ils ne répondaient pas, il y aurait 20, 30, 40 minutes d'enquête sur eux. Et donc, qui valait mieux répondre? Et quand vous voyez une multinationale comme Philip Morris International, comme Zara, comme McDo, qui finalement ont changé d'avis et se sont dit « ouf, il vaut mieux leur répondre » parce qu'ils ont travaillé pendant des mois et qu'ils ont des documents confidentiels, des preuves à l'appui, si on ne répond pas, c'est calamiteux. Et pour nous, en tant que journalistes, ça nous encourage véritablement parce qu'on se dit que là, on approche la vérité en ayant absolument tous les acteurs du dossier. Votre plus grand risque, c'est quoi? Ce sont des procès, des pressions également, on peut dire, sur la direction de France Télévisions, la direction de l'information, des menaces personnelles? Procès, on est extrêmement sérieux, on travaille vraiment à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que chaque émission est révisionnée au moins 6 fois par notre conseiller juridique. C'est bordé, comme on dit? C'est très bordé, c'est très sérieux. Beaucoup d'avocats de ces multinationales ont commencé à dire dès le départ, on va vous attaquer, puis ensuite ils ont revisionné l'émission et là, ils sont tombés sur un os. Donc procès peu, quand on en a eu, on les a gagnés. La pression sur le groupe, pression sur la direction, la présidence du groupe même, de France Télévisions. Oui, Thierry Tuillier ou Rémi Flemelin, ils me disent presque avec humour, et il faut saluer leur courage d'ailleurs là-dessus. Tiens, on a encore reçu 4 lettres recommandées à cause de toi cet après-midi, mais... On est soutenu dans ce groupe et c'est très important, c'est-à-dire qu'on est un énorme groupe d'audiovisuels. Si j'étais toute seule pigiste dans un coin, je ne pourrais jamais faire cette émission. Et je réponds aussi au problème des menaces personnelles. Bien sûr que si j'étais seule ou si on était 3 copains dans un coin, on serait menacés très rapidement. Menacer le groupe France Télévisions, c'est quand même beaucoup plus difficile. Est-ce que la journaliste de Cache Investigation que vous êtes est très différente ou pas de la présentatrice du 13h de France 2? Les exercices sont différents. La personne les deux registres très différents? Oui, mais la personne est exactement la même. C'est-à-dire que très régulièrement, aux conférences de rédaction du 13h, je leur dis oui, il y a un papier dans ce journal qui dit que ce médicament est formidable ou que machin que si. Tout ça, c'est une belle opération de communication, donc on ne va pas y aller, on ne va pas faire ça. Et donc, j'allais dire, l'un nourrit l'autre. Le magazine nourrit la journaliste de quotidien, la journaliste de quotidien nourrit la journaliste d'investigation. Après, oui, dans le 13h, vous avez raison, il y a un rôle d'accueil. Il faut être chaleureux, il faut être bienveillant, beaucoup plus. Ça n'empêche pas d'être journaliste. Alors pas facile non plus, j'imagine, de jongler dans votre agenda entre les tournages du magazine et le JT. Hein, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Pas question de lâcher pour vous le journal télévisé?
Je sais pas, la question. C'est de l'adrénaline qui restera. Ouais, mais je sais pas, la question se pose, puis elle se posera. On en discute avec Thierry régulièrement, mais c'est rigolo d'ailleurs, parce que c'est plutôt moi qui en discute. Je suis pas accrochée à mon fauteuil. Il y a peut-être un moment où il y aurait trop de travail, et je pense qu'il faut savoir bien faire les choses qu'on fait. Donc, si à un moment je m'aperçois que le fait d'avoir beaucoup de temps à consacrer au magazine m'empêche de faire correctement le journal ou inversement, il faudra que je me pose la question très sérieusement. Elle n'est pas à l'ordre du jour là tout de suite maintenant. Mais en revanche, je pense que c'est sain pour un présentateur de se la poser soi-même. C'est-à-dire de ne pas attendre qu'on vous mette dehors. D'abord parce que c'est très désagréable, et ensuite parce que voilà, c'est très agréable d'écrire soi-même sa propre évolution et de dire, bah oui, à un moment, je vais lâcher le JT et je ferai plus d'investigations, et ça arrivera. Quand dans 8 mois, dans 1 an et demi, dans 2 ans et demi, on verra. Ça arrivera à un moment, c'est sûr. Wait and see. Alors, Lise Lucet, merci d'être venue dans le Buzz. Donc, merci à vous. On vous retrouve quand même tous les jours, donc pour l'instant, au JT de France 2, du lundi au vendredi, et dès ce soir dans Cache Investigation, avec ce sujet donc consacré à l'industrie du tabac. Merci encore à vous, et le Buzz vous donne rendez-vous dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.